Nous, les êtres humains, nous avons assujetti la planète et tout ce qui y vit. L'ennui, c'est que notre soif d'espace et de ressources menace toujours davantage les autres espèces qui peuplent la Terre. Elles sont toujours plus nombreuses à s'éteindre, ce qui nous menace à notre tour, car à l'heure où le changement climatique s'accélère, la biodiversité est notre assurance vie. Les défenseurs de la nature tentent d'enrayer son effondrement depuis des décennies, mais les résultats restent limités. L'érosion de la biodiversité touche la moitié des écosystèmes, et un quart des quelques 8 millions d'espèces recensées dans le monde est menacé d'extinction. Et ce, malgré de coûteux programmes de protection. Tant qu'on ne traite pas les causes profondes, on va droit dans le mur. Il n'est pas trop tard, et les idées ne manquent pas. Je m'appelle Berthold Meyer. Je suis professeur de psychologie du travail et j'aime échanger sur les questions controversées qui bousculent et élargissent notre vision des choses. Le musée d'histoire naturelle d'Augsbourg témoigne de la richesse de la faune et de la flore de notre planète. La collection rassemble 450 000 spécimens. La diversité du monde végétal et animal y est conservée et minutieusement archivée. Ici, on peut voir ce qu'on a perdu. Ces animaux ont disparu à tout jamais. C'est donc le lieu idéal pour s'interroger sur la protection des espèces, les opérations qui ont porté leurs fruits et les espèces qu'il est particulièrement important de sauver. Car au fond, à quoi bon entretenir des bandes fleuries si on continue à raser les forêts tropicales pour nourrir le bétail ? J'ai invité deux spécialistes que je vais questionner séparément pour me faire ma propre opinion. Où en est la biodiversité ? Elle se transforme, incroyablement. Et il y a beaucoup de changements que moi, comme tant d'autres, nous déplorons. Mais beaucoup de ces changements sont une conséquence inévitable de la présence massive d'humains que la planète doit désormais abriter. Donc la question est, comment faire coexister le mieux possible l'humanité avec le reste du monde vivant ? Le biologiste Chris Thomas est chercheur à l'Université de York en Angleterre. Il estime qu'il est temps de changer la façon d'aborder le sujet. Si on veut essayer d'améliorer la coexistence entre les humains et ce qui reste de diversité biologique, qu'est-ce que ça implique en matière de conservation des espèces ? Il faut prendre les problèmes à la racine, revoir notre manière de nous alimenter, de nous fournir en énergie, de réduire au maximum les émissions. Tant qu'on ne traite pas les causes profondes, on va droit dans le mur. La protection des espèces est-elle en crise ? Depuis l'époque où j'étais au lycée, plus de 70% des espèces animales qui peuplaient la planète ont disparu. La situation est dramatique et préoccupante. Mais sans les mesures de protection mises en place, ce serait encore pire. Ces dernières années ou décennies, des projets menés intelligemment ont permis de sauver beaucoup d'espèces de l'extinction. Katrin Böning-Gäse est une biologiste très connue en Allemagne pour ses recherches sur la biodiversité. Elle travaille à Leipzig et considère que globalement, la conservation des espèces va dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on fait pour combattre le recul d'une population animale ? De façon générale, on regarde où les espèces sont établies et quels sont leurs besoins. À partir de là, on définit des aires protégées au sein desquelles elles ne seront pas dérangées par les humains. On y pratique une agriculture ou une sylviculture qui convient à l'espèce. Par exemple, certaines espèces qui vivent dans les forêts ont besoin de vieux arbres. Donc, si on protège les vieilles forêts, on protège en même temps ces espèces. Pourquoi la biodiversité est-elle si fondamentale ? Une étude du World Economic Forum montre qu'environ la moitié des activités économiques mondiales dépendent d'écosystèmes fonctionnels. Les plus touchés sont l'agriculture, la pêche et la sylviculture, mais aussi la recherche médicale ou encore le tourisme.
Paradoxalement, l'humain est le pire ennemi de la biodiversité. 5 facteurs principaux sont en cause. En tête, l'exploitation intensive des sols par l'agriculture, l'industrie forestière et les infrastructures. Puis vient la surexploitation de la nature par la pêche, la chasse et la déforestation. En 3e position, le changement climatique, qui altère l'habitat de nombreuses espèces à un rythme effréné. Viennent ensuite la pollution et l'introduction d'espèces invasives. Le problème quand des espèces disparaissent, c'est qu'elles ne peuvent plus remplir les fonctions essentielles qui sont les leurs dans l'équilibre complexe de la nature. Des écosystèmes entiers peuvent alors s'effondrer avec des répercussions imprévisibles. Comment on mesure le succès d'un projet de conservation? Ces projets sont déclenchés quand des espèces déclinent. On estime qu'ils sont fructueux quand le déclin est interrompu et que les populations se reconstituent. Le retour du loup en Europe, même s'il est controversé, est un signe tangible de réussite des mesures de protection. Quand on nous dit « Regardez, on sauve les pandas » ou « Regardez, le loup revient » ou encore « Regardez cette rivière, elle est redevenue si propre qu'on peut de nouveau s'y baigner », ces succès véhiculent une image trompeuse, selon vous? Ils véhiculent une image. Je suis d'avis qu'il faut encourager ces plans d'action. Mais il faut bien comprendre que leur succès ne représente que des victoires ponctuelles, alors même que la guerre, elle, est tout sauf gagnée. Parce que si les pressions humaines se déplacent simplement d'un endroit à un autre, on ne remporte que des batailles localisées. Mais on ne change pas la donne à l'échelle planétaire avec ce genre d'approche. À quoi bon faire refleurir les prairies et faire revenir les loups dans le Brandebourg, alors que le véritable problème, c'est qu'on déforeste massivement la forêt amazonienne pour produire de quoi nourrir le bétail. Les principaux foyers de biodiversité se situent majoritairement dans les régions tropicales et subtropicales. Souvent en zone montagneuse, dans les Andes, l'Himalaya, en Asie du Sud-Est, dans les régions insulaires comme les Philippines. Donc si on veut sauver la biodiversité, c'est là qu'il faudrait agir en priorité. Et c'est de la responsabilité de pays comme l'Allemagne ou la France d'encourager la protection des espèces dans ces endroits. Mais on ne peut pas non plus se contenter de dire « Allez protéger les espèces aux Philippines, nous on reste ici les bras croisés ». Non, l'Europe a un rôle à jouer. En Allemagne, ça veut dire protéger le murin de Bechstein et les grandes forêts de hêtres. Dans une grande partie de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne, on veille surtout à protéger autour de nous des espèces qui sont encore assez communes à l'échelle mondiale. C'est une équation complexe. Il faut concilier ce qu'on aimerait avoir autour de nous, et on voudrait tous vivre dans un endroit agréable, et tenter de protéger des habitats et des écosystèmes qui abritent des espèces endémiques ou réellement menacées. Dans le discours politique, la protection du patrimoine biologique ne joue qu'un rôle secondaire. Les fonds consacrés à la cause le confirment. Au sein de l'UE, le budget alloué à la biodiversité ne représente que 0,1% du produit intérieur brut. Et à l'échelle mondiale, seulement quelques 150 milliards d'euros sont injectés dans les projets de protection des espèces chaque année. Pour bien faire, il faudrait débloquer entre 600 et 900 milliards de plus. Autre problème, ces fonds sont non seulement insuffisants, mais inégalement répartis. Une étude récente montre que seuls 6% des espèces gravement menacées bénéficient d'une protection. À l'inverse, 29% des fonds servent à protéger des espèces pour lesquelles il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter. Plus de la moitié des ressources financières sont utilisées pour sauver des espèces isolées plutôt que des écosystèmes. Et alors que 83% des moyens sont dévolus aux vertébrés, 0,2% seulement sont attribués aux champignons et aux algues, alors même qu'ils jouent souvent un rôle essentiel pour les écosystèmes. Le fait qu'on ait envie de protéger en priorité ce qu'on aime et qu'on connaît, ça aussi, ça pose problème. Les grandes organisations de protection de la nature ont choisi le panda.
ou le tigre de Sibérie pour logo. Mais sous couvert de ces espèces emblématiques, ce qu'elles protègent en réalité, ce sont des habitats entiers, et avec eux l'ensemble des espèces qui y vivent. C'est une stratégie habile qui consiste à choisir avec soin des espèces dites parapluies qui vont mobiliser l'opinion publique et servir de point de départ à un travail de conservation bien plus vaste, avec des résultats qui dépassent largement l'espèce proprement dite. Parmi les critères sur lesquels on s'appuie pour orienter les politiques en matière de biodiversité, il y a une dimension sociale. On prend en compte les espèces qui sont importantes aux yeux des gens. Dans beaucoup de régions du monde, les indicateurs sont faussés par le fait qu'on dispose presque exclusivement de données sur les populations de vertébrés, et surtout de mammifères et d'oiseaux. D'autres politiques se concentrent uniquement sur les espèces qui vivent dans une région donnée depuis au moins 500 ans et qui sont donc considérées comme autochtones. Si je comprends bien, vous préconisez d'accepter la présence de certaines espèces que les écologistes qualifieraient d'invasives, précisément parce qu'elles sont capables de s'adapter au milieu que nous avons modifié. Je ne le formulerai peut-être pas comme ça, mais c'est un fait. Les écosystèmes du monde entier se restructurent de plus en plus autour de cette réalité. L'Allemagne et la Grande-Bretagne abritent aujourd'hui bien plus d'espèces qu'il y a 100 ans, et même qu'il y a 300 ans. Parce que le rythme d'apparition des nouvelles espèces dans ces parties du monde a été bien plus élevé que le rythme d'extinction. Les espèces présentes forment de nouvelles communautés écologiques où chacune va remplir des fonctions spécifiques. Est-ce qu'il ne faudrait pas définir une sorte d'écosystème idéal, quitte à mettre en place des moyens radicaux pour l'atteindre? Peut-être en fabriquant une sorte de méga-réserve où on rassemblerait des espèces qui n'ont jamais coexisté. Pour agir, on s'appuie sur les connaissances dont on dispose. Et il n'est pas si facile d'anticiper l'avenir, parce que la biodiversité, l'agencement des écosystèmes sont des réalités incroyablement complexes. Et à cette complexité s'ajoute soudain le changement climatique ou de nouveaux parasites, si bien qu'il était extrêmement difficile de prévoir quelle serait la bonne solution. Ça suppose un niveau de connaissance qu'on n'a pas. Je ne pense pas qu'il faille avoir peur d'intervenir dans la nature, de craindre que les choses tournent mal. Parce que la surface de la Terre est déjà fondamentalement altérée par l'activité humaine. Partout. Le climat a changé. Le pH des océans a changé. Alors je dirais qu'on ne risque pas de tout gâcher si on intervient, puisque c'est déjà fait. Mais est-ce qu'on en sait assez pour être certain que c'est une bonne idée, par exemple, de déplacer les rhinocéros d'Afrique en Espagne? On est capable de prédire les conséquences pour les écosystèmes locaux? Pas toutes, non, bien sûr. La question est-ce qu'on en sait assez? On ne peut pas tout savoir. Mais le fait est que même si on ne change rien dans le contexte du dérèglement climatique, les populations ne vont pas rester les mêmes. Il n'y a que si on introduit des espèces sur des continents totalement différents qu'on provoque les changements écologiques conséquents. Est-ce que je pense que ce serait problématique de déplacer des espèces de la péninsule ibérique vers la Grande-Bretagne? Non. Est-ce que je pense qu'on devrait importer des rhinocéros en Europe du Sud? Eh bien, ce serait vraiment amusant. J'adorerais passer des vacances à la plage et regarder les rhinocéros s'ébattre dans les vagues. Mais vous savez, sans l'intervention de l'être humain, 2 espèces de rhinocéros vivraient déjà en Europe à l'heure qu'il est. Ils feraient partie de l'écosystème. La protection de l'environnement est un sujet à la fois complexe et sensible. Simon Combet et Philippe Tirefort ne le savent que trop bien. C'est pour ça qu'il faut faire une autoroute, il y a trop de végétation. Simon est diplômé en gestion de la biodiversité. Philippe est ornithologue. Ils travaillent tous deux bénévolement pour l'association Nature en Occitanie et participent au mouvement de protestation écologique contre la construction de l'A69.
Selon Simon, cette nouvelle autoroute, censée relier Toulouse à Castres, aura des conséquences terribles sur l'écosystème local. De celui-ci, donc on va avoir tous les organismes aquatiques donc qui seront impactés plus ou moins directement en fait, par les métaux lourds en fait, qui seront émis par les véhicules à moteur. Et donc avec les oiseaux d'eau, typiquement les hérons et les aigrettes, qui du coup auront les plus gros risques d'intoxication sévère, puisqu'ils vont manger en fait toutes les proies qui ont consommé ou qui ont ingéré en fait ces composés-là. Plus de 150 espèces protégées seront directement affectées par la construction de ce tronçon autoroutier de 53 km qui détruira leur habitat. Ce qui exaspère tout particulièrement les défenseurs de l'environnement, c'est que l'utilité de cette nouvelle infrastructure est plus que discutable, sachant qu'une route nationale rattache déjà les deux villes. Et comme l'A69 sera payante, on sait d'expérience que très peu de gens l'emprunteront. Résultat, la colère gronde. Le village de Teulat, dans le Tarn, est le QG des opposants à l'A69. Les militants les plus actifs sont réunis au sein du collectif La Voix est libre, dont Gilles Garric est le porte-parole. L'A69, c'est un projet symbolique. C'est un projet symbolique de ce qu'il ne faut plus faire en France et en Europe, dans le monde, à la fois sur l'impact sur l'environnement, sur la destruction d'espèces protégées, sur l'impact sur les terres agricoles, qui sont très riches en fait dans la vallée ici. Et c'est pour ça que c'est important de le gagner. Parce que si on le gagne, déjà ça donne de l'espoir pour d'autres luttes, c'est très important. Ça peut faire un espèce de château de cartes. À Teulat, les militants montrent à quoi pourrait ressembler l'alternative à l'asphalte et au béton. Leur épicerie participative, avec le jardin collectif attenant, témoigne de la diversité de fruits et légumes qui pourraient s'épanouir à la place du tracé autoroutier. Ce projet alternatif, il cherche à restaurer et d'augmenter la biodiversité. Donc c'est un peu le contraire de l'autoroute. C'est-à-dire qu'en plantant partout des jardins, du maraîchage, des arbres bien sûr, et en laissant vivre des espèces naturelles, il a pour objectif de faire venir 30% d'oiseaux en plus, par exemple. Donc c'est un des rares projets dont j'ai entendu que l'objectif c'était plus 30% d'oiseaux, plus 30% d'insectes. En mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les permis accordés aux sociétés de construction autoroutière, jugeant que les conséquences sur l'environnement n'étaient pas justifiées par une raison impérative d'intérêt public majeur. Mais à l'heure où tombait ce verdict, les 3/4 du tracé étaient déjà construits, moyennant près de 300 millions d'euros. Que pensez-vous des mouvements de protestation ciblés, ces actions où des habitants, par exemple, s'opposent à l'abattage de leurs forêts pour faire passer une autoroute? Je pense que beaucoup des arguments avancés pour contrer ces projets sont un peu excessifs. On les fait passer pour des menaces planétaires, comme si le monde allait s'écrouler si cet écosystème précis n'était pas protégé. Or, c'est très rarement le cas. On a besoin de ces protestations locales. C'est là que les gens se sentent impliqués et s'engagent. Elles sont très utiles pour les grandes organisations de protection de la nature qui luttent contre des projets d'envergure qui sont souvent absurdes d'un point de vue économique, mais qui en plus anéantissent les dernières prairies fleuries dans certaines zones. Ces actions locales sont précieuses pour l'écologie. Je ne dis pas que ces actions sont une pure perte de temps, parce que si les habitants de ces endroits-là aiment profondément leur environnement, qui suis-je pour dire que c'est une mauvaise chose? Mais si au bout du compte, il faut produire toujours plus de nourriture en exploitant la terre de manière toujours plus intensive partout sur la planète, ça finira forcément par poser problème quelque part. Or, cette équation globale nécessite de cibler les causes profondes du problème, ce qui n'est pas la priorité des écologistes qui luttent localement pour la préservation de la biodiversité. La raison principale du déclin des espèces est l'occupation massive des terres par les activités humaines.
l'agriculture en tête. La surexploitation des sols mène à leur désertification. Qu'on pratique une agriculture bio ou conventionnelle, de quelle surface a-t-on besoin pour rassasier l'humanité? Tout est question d'habitude alimentaire. La production de viande mobilise énormément d'espace. À titre de comparaison, pour produire 1000 kilocalories à partir du blé, 5 mètres carrés suffisent. Pour obtenir la même valeur nutritive à partir du bœuf, il faut 270 mètres carrés, soit 54 fois plus d'espace. Selon les estimations, si l'humanité tout entière suivait le régime de santé planétaire, qui réconcilie notre santé et celle de la planète et préconise de s'en tenir à une portion de viande par semaine, on pourrait renaturer l'équivalent d'un continent entier de terres agricoles. En outre, ça réduirait considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Aussi prometteur soit-il, ce levier est difficile à actionner, parce que les humains ne se laissent pas facilement dicter ce qu'ils peuvent ou doivent manger. La diversité biologique requiert beaucoup d'espace. À l'issue de la COP15 en 2022, 196 États ont signé le nouveau cadre mondial pour la biodiversité, dont l'objectif est de protéger au moins 30% des terres, des eaux et des mers d'ici 2030. Mais depuis, rien ou presque n'a été fait. Avons-nous peur de poser les questions qui sont véritablement essentielles si on veut bâtir un avenir durable pour notre planète? Je ne crois pas qu'on ait forcément peur de poser les questions qui fâchent. Ce que je crois, c'est que les responsables politiques ont peur des décisions concrètes qu'ils auront à prendre quand les réponses auront été données. D'autant plus qu'ils sont confrontés à des lobbies extrêmement puissants. Les organisations environnementales ont-elles peur, elles aussi, des vérités qui dérangent? Ces organisations sont bien sûr attentives à leur positionnement. Elles soutiennent pleinement le changement de nos habitudes alimentaires. Mais ces revendications ne sont pas forcément au cœur de leurs actions quotidiennes. Or, c'est précisément à ce niveau qu'il faudrait agir, dans notre manière de consommer, de manger, de nous habiller. Est-ce que ça signifie qu'on devrait se montrer plus ouvert vis-à-vis des nouvelles technologies comme la manipulation génétique, qui est souvent en contradiction avec la position des écologistes? Oui, ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui s'inquiètent le plus des conséquences de la surexploitation des terres sont souvent les plus réticentes à adopter certaines nouvelles technologies, notamment dans le secteur alimentaire. Je crois qu'il y a aujourd'hui une bonne centaine d'entreprises qui travaillent sur la culture cellulaire, dans le but de produire de la viande. On dépense des sommes colossales pour l'environnement au sens large. Or, si on investissait une part, même modeste, de tout cet argent que les gouvernements consacrent aux nouvelles technologies alimentaires, ce serait sans doute suffisant pour faire émerger de nouvelles filières. Retour dans le sud de la France. La victoire des défenseurs de l'environnement a été de courte durée. Fin mai 2025, la Cour administrative d'appel de Toulouse a levé l'interdiction. Depuis, le chantier de l'A69 tourne à plein régime. Une catastrophe pour les protecteurs de la biodiversité. Il y avait un cours d'eau qu'ils ont dévié là maintenant et donc ça n'a plus d'intérêt quoi. Hein. Philippe et Simon savent que les interactions écologiques sont bien plus complexes qu'on ne l'imagine. Par là-bas, on a la Méditerranée, par là, le nord de la France. Donc à mesure que on va avoir le changement climatique qui va être de plus en plus prégnant, donc il va faire de plus en plus chaud par ici. Et donc les espèces en fait, qui sont plus au sud, elles vont petit à petit coloniser à mesure que les espèces qui sont ici vont se déplacer vers le nord. Sauf qu'en fait, plus on a de barrières comme ça, qui vont en fait être comme des barrières biogéographiques pour les espèces, donc comme une chaîne de montagnes, bon en plus petit évidemment, mais presque avec le même niveau de filtrage. Et donc ça va empêcher en fait en quelque sorte les écosystèmes de pouvoir s'adapter aux nouvelles conditions climatiques qui vont petit à petit se mettre en place dans les futures décennies. Pour ses partisans, l'A69 est au contraire un moteur de croissance économique dans la région. Il reproche aux écologistes d'être étroits d'esprit et hostiles à toute forme de progrès. Gilles Garrick et son équipe ne se laissent pas démonter.
Ils veulent donner une voix aux espèces menacées et être entendus jusque devant les tribunaux, en dépit des risques. En fait, on n'est pas écouté. Si on ne va pas jusque-là, jusqu'à la désobéissance civile, jusqu'à l'occupation des arbres, que les gens se mettent en danger, en fait. Ils ont mis leur vie en danger, les gens qui sont montés dans les arbres. On n'est pas écouté, en fait. Mais c'est vrai que c'est pas populaire pour tout le monde, parce qu'ils considèrent qu'on est des écologistes fanatiques. Mais le problème dans ce mot-là, d'éco-terroriste, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un déni de la lutte écologique. Être écologique, ça devient un délit presque politique maintenant. Alors qu'en fait, pour moi, et pour beaucoup de gens ici, le 21e siècle, il devra être écologique ou il ne sera pas. Avez-vous déjà pris part à une action de protestation en faveur de la conservation des espèces? Non. J'ai écrit quelques lettres. Mangez-vous de la viande? Oui. Oui. Devrait-on protéger les champignons plutôt que les pandas? Non. Les champignons pour leur grande diversité et les pandas parce qu'ils symbolisent la protection des espèces en Chine et dans le monde. Quelle espèce devrait-on protéger en priorité? Joker. D'accord, accepté. L'être humain. Très bien. En matière de biodiversité, la situation est-elle meilleure qu'on ne le croit? Non. Difficile à dire, mais probablement que oui. L'espèce humaine va-t-elle survivre? Oui. Non. D'accord. Vous allez me dire que je ne vous ai pas laissé de temps de développer. Exactement. C'est pour ça que j'ai marqué une pause. L'espèce humaine va inévitablement disparaître, même si c'est juste qu'elle aura évolué en une autre espèce. L'extinction des espèces n'est-elle pas simplement le symptôme d'une transformation inéluctable? Le taux de disparition actuel est 10 à 100 fois, voire selon certaines études, 1000 fois plus élevé qu'il ne l'a été au cours des 10 millions d'années qui ont précédé. D'un point de vue paléontologique, on peut dire qu'on est à l'aube de la 6e extinction de masse de l'histoire de la Terre. La précédente remonte à environ 60 millions d'années, quand les dinosaures sont morts. D'un autre côté, je dis toujours qu'il n'est pas trop tard. Ce qui est beau dans la protection des espèces, c'est que dès qu'on met en place les bonnes mesures, les populations tendent à se rétablir. Et les bonnes idées ne manquent pas. Avons-nous besoin de plus d'argent ou de plus d'idées? Je pense qu'on est encore réticent à s'engager sur de nouvelles voies. Et que beaucoup de bonnes idées circulent déjà depuis un moment. Donc ce qu'il faudrait surtout, c'est qu'on fasse coïncider les financements avec ces bonnes idées, pour que certaines d'entre elles puissent se concrétiser. Avons-nous de vraies solutions pour l'avenir ou nous perdons-nous en querelles futiles? Sommes-nous en train de lutter contre les conséquences au lieu de nous attaquer aux causes? Une chose est sûre, enrayer l'érosion de la biodiversité est une entreprise titanesque et il n'existe pas de solution miracle. Alors, où en est-on au juste en matière de conservation? Pour les uns, on est sur la bonne voie et il faut continuer comme ça, prudemment, tout en s'attaquant aux causes profondes du recul de la biodiversité. Pour les autres, on ne fait que remporter des victoires isolées, dans une guerre qu'on risque fort de perdre si on ne change pas d'approche. Ils plaident en faveur d'un renforcement des actions contre les causes du déclin, voire pour des interventions radicales sur les écosystèmes. En définitive, on a probablement besoin des deux, de continuer à protéger les espèces tout en s'attaquant plus franchement aux racines du mal. Et pour ça, il faut avoir le courage de sortir des sentiers battus et recourir aux nouvelles technologies si on veut sauvegarder la diversité du vivant sur cette planète.